Bonjour et bienvenue sur Algomus. Nous sommes toujours dans les éléments de logique et nous avons vu dans une première vidéo qu'est-ce que pouvait évaluer l'ordinateur. Et on a vu qu'en fait, il était possible de créer ce qu'on appelait des propositions qui étaient finalement des énoncés qu'on pouvait évaluer. Soit ils étaient vrais, soit ils étaient faux, et ça permettait à l'ordinateur soit d'arrêter une boucle ou de continuer une boucle, soit de rentrer dans une structure conditionnelle. Mais on avait insisté sur le fait qu'il ne fallait que l'ordinateur puisse évaluer sans ambiguïté que le résultat de l'énoncé est bien vrai ou faux. Aujourd'hui, on va s'intéresser au calcul des prédicats. Les calculs de prédicats, c'est quelque chose qui va nous aider finalement à transformer un énoncé qui au départ n'était pas forcément évaluable en une proposition. Et à partir du moment où on a une proposition, eh bien on pourra de nouveau utiliser cette proposition dans une structure conditionnelle ou dans une boucle. Donc le but du calcul des prédicats, c'est toujours de se rapprocher de quelque chose qui peut être évalué par l'ordinateur. Et donc on va voir ça très simplement dans cette vidéo. Alors le calcul des prédicats, comme je viens de le dire, en fait, on va se retrouver parfois devant des règles qui sont impossibles à évaluer. C'est-à-dire que la règle a l'air de tenir la route, c'est une règle qui m'est imposée. Par contre, je n'ai pas toutes les informations qui vont me permettre de savoir si cette règle est vraie ou cette règle est fausse. Par exemple, si on me donne simplement la règle x est inférieur à 9. Alors pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la valeur de x. Et il est impossible d'affecter une valeur vraie ou faux au prédicat simplement x est inférieur à 9. Si x est inférieur à 9, alors si jamais on veut essayer de tracer finalement la droite qui va symboliser cette équation, si x est inférieur à 9, alors on sait que x moins 9 est inférieur à 0. Et donc si on représente la droite y égale x moins 9, on se rend compte, je l'ai fait sur le repère orthonormé, qu'on va se retrouver avec une droite, et on va essayer de résoudre que x moins 9 est inférieur à 0, et bien on voit que x moins 9 est inférieur à 0 sur une partie de la droite, et on va se rendre compte que x moins 9 est supérieur à 0 pour une autre partie de la droite. Et donc on ne peut pas dire à coup sûr que x est inférieur à 9, ou que x moins 9 est inférieur à 0. On ne peut pas le dire à coup sûr, puisqu'il y a des valeurs de x pour lesquelles ce sera vrai, il y a les valeurs de x pour lesquelles ce sera faux. Ok. Là, on se rend compte avec cette droite que, bon c'est un exemple très simple, que x moins 9 est inférieur à 0 pour toutes les valeurs x qui sont inférieures à 9, et est supérieur ou égal à 0 le reste du temps. Ok. Donc là, maintenant, on a défini finalement deux intervalles, et on s'est rendu compte en fait qu'on n'arrive pas à déduire à coup sûr que x est inférieur à 9. Alors comment est-ce qu'on peut faire quand même pour essayer de transformer ça en proposition ? Eh bien on va essayer de trouver finalement des informations sur x, on va essayer de pouvoir définir x. C'est là que le calcul des prédicats rentre en jeu. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait des valeurs de x qui font que x inférieur à 9 est vrai, et on a des valeurs de x qui font que x est inférieur à 9 est faux. Ok. Donc ça c'est notre postulat de départ, essayons maintenant de construire une proposition à partir de ça. Donc ce qui nous manque pour transformer x inférieur à 9 en proposition, c'est de pouvoir définir de quel x on parle. Et là, on peut se poser plusieurs questions pour définir ce x-là. Est-ce que x est n'importe quel réel ? Est-ce que x est n'importe quel entier ? Est-ce que x appartient à un intervalle donné ? Ou est-ce que c'est vrai même pour tout x, ou pour seulement un x en particulier ? Et en fait, on voit à travers ces questions qu'il y a plusieurs façons finalement de définir x. Et en définissant des x, eh bien on va savoir par exemple rapidement si la condition que l'on a placée est vraie ou fausse. Ça va devenir en fait sur la façon dont on va définir ce x. Donc en fait on va introduire deux nouveaux symboles qui sont les quantificateurs. Et donc pour les calculs de prédicats, il existe un quantificateur universel qui s'écrit comme un a renversé, comme un a à l'envers, et un quantificateur existentiel qui est un e qui a subi une rotation horizontale. Donc je les ai indiqués ici, donc on a bien le a renversé, donc qui lui a subi une symétrie horizontale, le e a subi une symétrie verticale. Ok. Qu'est-ce que vont nous apporter comme information ces deux quantificateurs ? Et on va essayer de comprendre comment ils se lisent. Eh bien, on a notre
quantificateur universel qui va nous dire que pour tout x appartenant à R, je vous rappelle que ça c'est le symbole d'appartenance, donc appartenant à R, c'est-à-dire appartenant à un nombre réel, on peut dire que x carré est supérieur ou égal à 0. Donc en fait, comment ça se lit? C'est simplement que pour tout réel x, pour tout x réel, donc x appartient au réel, on a x carré qui est supérieur ou égal à 0. Et à partir du moment où on a rajouté cette information sur les x, on a dit que pour tout x réel, x carré est supérieur ou égal à 0, et bien ça devient une proposition, ça peut être évalué, et c'est vrai. C'est vrai parce que pour tout x réel, eh bien x au carré est supérieur ou égal à 0. On a vu de toute façon que si x était positif, on avait positif fois positif, ça donnait un nombre positif. Si x était inférieur à 0, on avait un nombre négatif fois un nombre négatif. Quand on le mettait au carré, on retrouvait aussi un carré positif. Donc les carrés des nombres réels sont toujours positifs. Et donc le fait d'avoir défini pour tout x réel, eh bien ça nous a permis finalement de savoir que la proposition est vraie ou fausse. Le quantificateur existentiel, lui, ne va pas considérer que c'est vrai pour tout x, mais va considérer qu'il en existe au moins un qui vérifie cette information. Donc la deuxième phrase, il existe un x qui appartient à n, donc qui appartient à l'ensemble des entiers, tel que x carré est égal à x. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il existe un x entier tel que x carré égale à x. Et ça, en fait, c'est vrai également, puisque vous voyez que si x est égal à 1, eh bien on a 1 qui est égal à son carré. 1 est égal à 1 fois 1 qui donne également 1. Et donc il existe bien un nombre x qui appartient aux entiers et dont le carré est égal à lui-même. On peut essayer de voir aussi comment est-ce que l'on peut écrire cette notion avec une notion d'intervalle cette fois-ci. Et donc il existe un x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 9, alors 9 exclu, tel que x est inférieur à 9. Et donc cette fois-ci, on n'a plus déclaré par rapport à un ensemble qu'on a déjà connu, comme par exemple les réels ou les entiers, on a déclaré un ensemble libre. C'est nous qui avons fixé les bornes de notre ensemble. Et donc on a dit que si x appartient à l'ensemble moins l'infini 9, alors pour tout x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 9, x est inférieur à 9. Et donc ça aussi c'est devenu une proposition, puisque c'est vrai, effectivement, pour tout x qui appartient à l'intervalle moins l'infini 9, eh bien x est inférieur à 9. Voilà, tout simplement. Et donc les prédicats nous ont permis finalement de transformer des énoncés en propositions, et maintenant ces propositions-là, on peut les évaluer, on peut leur affecter une valeur de vérité, on peut dire si elles sont vraies ou si elles sont fausses, et à partir de ce moment-là, eh bien, on a de nouveau la possibilité, dans nos langages de programmation, de les utiliser en tant que condition des structures si alors sinon, ou alors dans les boucles. Donc les quantificateurs, évidemment, qu'on vient de voir, peuvent aussi subir une négation. Donc la négation, c'est vraiment si on a compris quel était l'opérateur NOT qu'on a vu tout à l'heure sur les propositions, sur la précédente vidéo, eh bien, la négation peut aussi s'appliquer sur les quantificateurs. Donc il est possible d'exprimer les propositions par une négative. Là, vous voyez que cette fois-ci, j'ai mis le sigle négatif, qui est une espèce de L couché. On peut aussi mettre la négation. Il y a plusieurs façons d'exprimer la négation, soit on peut mettre non et entre parenthèses le terme que l'on veut avoir en négation, ou tout simplement, ce qui se fait aussi en algèbre booléenne, c'est de surligner la lettre dont on veut une négation. La négation de A est A surmonté d'un trait. Donc ça c'est pour les notations. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Alors j'ai ma condition, il existe un x qui appartient à R, donc si j'ai la négation, ça veut dire tout simplement qu'il n'existe pas de x qui appartient à R tel que x au carré est inférieur à 0. Ok, donc vous voyez que j'ai effectivement l'inverse de ma négation. Il n'existe pas de x qui appartient à R tel que x carré est inférieur à 0. Donc c'est à peu près la démonstration qu'on avait fait tout à l'heure de la fonction carré, c'est-à-dire que le carré d'un nombre réel est toujours positif. Là, on l'a exprimé par sa négation. Mais les deux sont équivalents, et vous voyez en fait que la négation
vous voyez que ces deux informations sont équivalentes, donc pour tout x appartient à R, il n'existe pas de x carré qui est inférieur à 0. Donc vous voyez qu'on a déjà vu maintenant 3 façons d'écrire la même chose. Et vous voyez que la négation qui était sur l'existence, qui était sur la proposition au départ, en fait, on a mis la négation uniquement sur le x carré est inférieur à 0, et vous voyez que ça a été transformé en pour tout x appartient à R. Donc vous voyez que dans la négation, il existe x qui appartient à R est devenu pour tout x appartient à R. Et quand vous lisez la proposition, quand vous avez compris à quoi équivaut la proposition, en fait c'est logique. Ce que vous essayez de dire, c'est qu'il n'existe pas de x dans R tel que x carré est supérieur à 0, et c'est équivalent à pour tout x appartient à R, eh bien, il n'existe pas x carré inférieur à 0. Vous voyez que les deux sont équivalentes. Et pourtant, on est passé du quantificateur existentiel au quantificateur universel. Alors, on a exactement la même façon de faire lorsque on part du quantificateur universel. Là, cette fois-ci, qu'est-ce que ça veut dire? Pour tout x appartient à n, donc cette fois-ci c'est la négation de ça. Pour tout x appartient à n, ça veut dire qu'il n'existe pas x appartient à n, tel que x carré est différent de x. Et ça peut se traduire encore une fois par il existe x appartient à n, tel que il n'existe pas x carré différent de x. Là aussi, on a vu que le terme de négation apporté à la proposition, en fait, faisait que on pouvait passer la négation d'un opérateur universel va se transformer en un opérateur existentiel. Et là, c'est la négation qui est repoussée sur la proposition. Donc la négation est très intéressante pour déterminer la valeur d'une proposition. Pour cela, nous partons du principe que soit la proposition est vraie, soit sa négation est vraie. Donc c'est-à-dire que quand vous avez une proposition et que vous savez calculer la négation de cette proposition, vous savez que l'une des deux est vraie. Et vous vous rendez compte que si vous passez de l'opérateur universel à l'opérateur existentiel, eh bien en fait dans l'opérateur existentiel, c'est qu'il vous dit qu'il n'existe qu'une valeur, au moins une valeur telle que. Eh bien l'opérateur existentiel, si jamais vous trouvez un exemple, vous avez prouvé que ça marche. L'opérateur universel, eh bien il faudra le vérifier pour tout l'intervalle que ça couvre. Et donc, pour faire une démonstration, il est des fois plus simple de passer par l'opérateur existentiel, puisqu'à partir du moment où vous avez un exemple, vous avez terminé, que par l'opérateur, le quantificateur universel. On va essayer d'illustrer ce que je viens de dire avec un petit exemple. On va prendre l'exemple suivant. Donc j'ai déclaré, maintenant on connaît un petit peu la notification, pour tout x appartient à n, donc pour tout x entier, pour tous les entiers, finalement, on pourrait le résumer, pour tout entier, on a x cube différent de 27. Alors, certains ont peut-être déjà trouvé la solution. Effectivement, il y a bien un cube qui est à 27, c'est le cube de 3. 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Et donc, en fait, cette proposition est fausse. Puisqu'effectivement, là, ça voudrait dire que pour tout x appartient à n, x au cube est différent de 27, c'est faux, puisque 3 appartient à n, donc x peut potentiellement prendre la valeur 3, et si on se retrouve avec la valeur 3, eh bien 3 fois 3 fois 3, ça fait 27, et donc en fait, là on a une égalité. Ok, partons du principe cette fois-ci qu'on essaye de trouver l'inverse, enfin la négation de cette proposition. Alors pourquoi est-ce qu'on essaie de chercher la négation de cette proposition? Tout simplement parce que soit une proposition est vraie, soit c'est sa négation qui est vraie. Et peut-être des fois il est plus facile de prouver que c'est la négation qui est vraie. Donc là, dans la première étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la négation de la proposition que j'avais là-haut. Dans la deuxième étape, je me suis occupé de mon quantificateur universel et je l'ai transformé en quantificateur existentiel. C'est l'effet de la négation sur mon quantificateur. Et donc j'ai repoussé la négation sur x cube différent de 27, qu'il me reste encore à traiter. Dans un deuxième temps, j'ai repris mon quantificateur existentiel et j'ai fait la négation de x au cube différent de 27.
Donc c'est quoi la négation de x au cube différent de 27? Eh bien la négation c'est x au cube égale 27. Je veux plus cette fois-ci vérifier que x au cube est différent de 27, je veux la négation, et donc est-ce que x au cube est égal à 27? Et donc je me retrouve avec l'écriture, il existe un x qui appartient à n, donc il existe un x entier, tel que x cube égale 27. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, bah oui, il y en a bien un, puisque là, si on cherche, on a x cube égale 27, il suffit de faire la racine cubique de 27, on s'aperçoit que c'est à 3. 3 est un nombre qui appartient à n, et donc on a bien un x entier, tel que x au cube égale 27, c'est que ce x, c'est la valeur 3. Donc ceci nous confirme que la négation est vraie, et à partir du moment où on a confirmé que la négation était vraie, eh bien en fait, si la négation est vraie, ça veut dire que la première proposition était fausse. Puisqu'on ne peut pas avoir une proposition qui est vraie et sa négation qui est vraie également. À chaque fois, soit une proposition est vraie et sa négation est fausse, soit une proposition est fausse et sa négation est vraie. On va revenir un petit peu sur des notions de vocabulaire qui ont attrait au prédicat. Donc une variable, c'est un élément qui peut prendre plusieurs valeurs. On l'a vu, c'était la valeur x qu'on avait pris jusqu'à maintenant, ou la valeur n dans nos exemples. Il s'agit de la même notion en mathématiques et en programmation. Effectivement, si jamais je prends, je vais ouvrir un idle, si jamais je prends un terme entier, par exemple, je peux vérifier que mon type est bien de type entier. Si jamais je prends cette fois-ci un nombre décimal, je suis obligé de le préciser avec la virgule, et on voit que je me retrouve bien avec un nombre décimal, cette fois-ci un float. Ok. Et bien entendu, j'ai aussi la possibilité d'avoir un booléen, true, et quand j'évalue mon booléen, j'obtiens bool. Ok. D'accord. Donc en fait, vous voyez que les variables que l'on utilise en mathématiques sont finalement les mêmes variables que l'on utilise en programmation. On a différents types. Si je dis que ma variable x appartient à R, eh bien, je vais récupérer une variable de type float. Si jamais j'ai une variable qui est dans n, dans l'ensemble des entiers, je vais plutôt déclarer une valeur de type entier. Et si je veux faire des opérations booléennes avec mes différentes valeurs, eh bien là, j'ai intérêt à passer par un type booléen. D'accord. Et donc, un prédicat est un énoncé sans valeur de vérité, dans lequel intervient au moins une variable qui devient une proposition par ajout d'un quantificateur. En effet, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, x inférieur à 9, c'est quelque chose qu'on ne peut pas à coup sûr déterminer vrai ou faux, ça dépend de la valeur de x, et c'est le quantificateur qui est ajouté à ce prédicat, c'est les quantificateurs universels ou le quantificateur existentiel, qui va permettre de définir la proposition. Et donc, l'exemple de prédicat, par exemple, on a x est inférieur à 1, on ne peut pas l'évaluer, puisqu'il y a des x pour lesquels x inférieur à 1 est vrai, il y a des x pour lesquels x inférieur à 1 est faux. Par contre, lorsque l'on ajoute un quantificateur, il existe un x appartient à R tel que x est inférieur à 1, et bien cette proposition devient vraie. Il suffit que je trouve un seul exemple. Je peux prendre par exemple x égale 0, x égale 0 appartient à R, 0 est inférieur à 1, donc cette proposition est vraie. Il existe bien un x qui appartient à R tel que x inférieur à 1 est vrai. Si j'avais mis un quantificateur universel, ça aurait voulu dire que pour tout x appartient à R, x est inférieur à 1. Et cette proposition aurait été fausse. Il m'aurait suffi de trouver un contre-exemple, j'aurais pris x est égal à 2, 2 n'est pas inférieur à 1, donc en fait vous vous rendez compte que tous les x qui appartiennent à R ne vérifient pas la condition x est inférieur à 1. Mais l'ajout en fait l'ajout finalement de ce quantificateur va nous permettre justement d'évaluer notre proposition à 1 ou à 0. Donc, on peut aussi passer par des quantificateurs multiples. Donc qu'est-ce que ce sont des quantificateurs multiples? En fait, c'est des quantificateurs universels et existentiels, mais qu'on peut cumuler. Et donc, il est possible de bâtir une proposition en utilisant plusieurs quantificateurs. On va prendre un petit exemple pour l'illustrer. Là, alors on a une forme qui devient un petit peu plus complexe à lire.
Qu'est-ce que veut dire cette forme? On va dire tout simplement que pour tout x appartient à R, donc pour tout x réel, il existe un y, réel lui aussi, tel que x plus 1 est égal à y. Et ça, c'est une proposition qui est vraie, puisqu'en fait, tout ce que ça revient à dire, c'est que ça vient dire que pour chaque nombre qui appartient à R, en fait, il existe un nombre qui est ce nombre plus 1. Et donc vous voyez comment ça a été construit. Pour tout x appartient à R, il existe un y qui appartient à R aussi, tel que x plus 1 est égal à y. Ok, donc ça, on peut estimer que cette proposition est vraie. C'est-à-dire que pour chaque nombre, on a un nombre qui le suit, quoi. On a un nombre qui est le même nombre plus 1, qui appartient aussi à R. Donc ça, c'est quelque chose qui est vrai. J'aimerais attirer votre attention toutefois sur l'ordre des quantificateurs. C'est un peu le même problème qu'on avait vu dans la vidéo précédente avec les et les ou. Quand vous mélangez, quand vous avez que des et par exemple, on avait vu qu'on pouvait les mettre dans n'importe quel sens. Quand on avait des ou, on pouvait les mettre dans n'importe quel sens. Par contre, quand on mélangeait les et les ou, il y avait une notion de priorité opératoire. Et bien là, c'est exactement pareil. Quand vous avez que des quantificateurs universels, l'ordre a peu d'importance. Quand vous avez que des opérateurs existentiels, l'ordre a peu d'importance. Par contre, quand vous mélangez universel et existentiel, là, l'ordre est très important. Essayons sur le petit exemple qu'on vient de voir, de changer l'ordre des quantificateurs et vous allez comprendre de quoi je parle. On avait la première proposition qui nous disait pour tout x appartient à R, il existe un y qui appartient aussi à R, tel que x plus 1 est égal à y. On avait dit qu'en fait, ça voulait dire que pour chaque nombre, il existe un nombre qui le suit. Un nombre qui est égal à ce nombre plus 1. Si jamais je prends juste les quantificateurs et que je les inverse, c'est-à-dire que je commence par le quantificateur qui est attaché à y, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens la proposition suivante. Il existe un y qui appartient à R, donc il existe un y réel, et pour tout x appartient à R, x plus 1 égale ce y. C'est-à-dire que vous fixez une valeur de y, et vous dites, pour cette valeur de y qui maintenant est fixe, vous pouvez l'estimer à, je sais pas, 2, 3, 4, 5, vous lui donnez une valeur fixe, et vous dites, pour tout x qui appartient à R, quand on va ajouter 1 à ce x variable, je vais retomber sur y. Ça veut dire, en fait, ça voudrait dire que tous les x ont le même successeur. Vous prenez tous les nombres réels, vous faites plus 1 et vous tombez sur le même nombre. C'était effectivement une proposition qui est fausse, puisque 3 plus 1 ça fait 4, alors que 4 plus 1 ça fait 5. Vous ne tombez pas sur le même nombre y. Et pourtant, c'est ce qu'essaye de dire cette proposition. Donc elle veut dire quelque chose de complètement différent par rapport à ce que voulait dire notre première proposition. On peut encore cumuler les différentes notions qu'on a déjà vues. On peut avoir de la négation sur les quantificateurs multiples. Et là aussi, on va regarder comment ça va se passer pour traduire finalement une proposition avec des quantificateurs multiples dont on voudrait connaître la négation. J'ai pris quelque chose d'un peu plus compliqué ici. J'ai pris que pour tout x appartient à n, donc x entier, il existe un y qui appartient à n aussi, tel que y est égal à racine carrée de x. Donc qu'est-ce que veut dire cette proposition? Ça veut dire que pour tout x entier, il existe un y qui est entier aussi, tel que y est la racine carrée de x. Alors ça c'est complètement faux, puisque de toute façon, si on prend par exemple racine carrée de 7, ça va donner un nombre irrationnel, et donc en fait, on voit bien que ça ne va pas donner un entier. Donc la proposition ici est fausse. Ok. Par contre, l'intérêt de cette proposition, c'est qu'on va montrer justement que si cette proposition est fausse, eh bien, il y a de bonnes chances que sa négation soit vraie. Et donc, on va essayer de calculer sa négation. Comment on va calculer sa négation? Eh bien, dans la première étape, on va déjà prendre la négation de la proposition telle qu'elle a été mise en avant. Ensuite, je vais m'occuper déjà du premier quantificateur. Le quantificateur pour tout x est devenu il existe x, et j'ai repoussé la négation sur le reste de la proposition. Ensuite, je me suis occupé du deuxième quantificateur, il existe y, que j'ai transformé en pour tout y, appartient à n, et j'ai repoussé la notion de négation sur le prédicat qui était derrière.
Et donc maintenant, comment est-ce qu'on lit la négation? On dit il existe x qui appartient à n, donc il existe x entier, tel que pour tout y entier, il existe x entier, et pour tout y entier, il n'existe pas y qui est égal à racine de x. Et ça, on se rend compte que c'est vrai, puisque cette fois-ci, si on prend par exemple la valeur 7 qu'on avait tout à l'heure pour x, donc il existe bien un x entier, et pour lesquels y n'est pas équivalent à cette racine. Et donc pour inverser une proposition, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut tout simplement remplacer les quantificateurs existentiels par des quantificateurs universels, et inversement. Et enfin, on peut remplacer le prédicat par sa négation. Là par exemple, j'ai y qui est égal à racine de x, et bien la négation de y égale à racine de x, c'est tout simplement y est différent de racine de x, tout simplement. Donc là, vous voyez que ce que ça veut dire ici, c'est que si on peut avoir un x qui appartient à n, tel que pour tout y appartient à n, l'ensemble des nombres entiers, on ne va jamais trouver un y qui est la racine carrée de x. Et là, si par exemple, si je prends 7 en x, eh bien la racine de 7, c'est un nombre irrationnel, et on ne va jamais trouver finalement un nombre entier qui va être la racine carrée de x. Donc on a bien en fait cette proposition qui est correcte. Alors ce que je voulais vous montrer encore, c'est que ces opérateurs, on a vu énormément de choses là-dessus. On a cette notion d'intervalle qui va revenir très souvent lorsque l'on programme en Python. Et cette notion d'intervalle nous est donnée par la fonction range. Si par exemple je veux parcourir les valeurs entre 0 et 10, eh bien j'ai cette possibilité d'avoir une fonction range qui va me permettre d'afficher ces valeurs-là. Vous voyez, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Comment fonctionne la fonction range? Eh bien, elle va donner un intervalle d'entiers qui va partir d'un nombre de départ et qui va arriver qui va donner tous les nombres qui sont inférieurs au nombre d'arrivées. Donc là, comment il faut le lire? Eh bien, je pars de 0 et j'arrive à tous les nombres inférieurs à 10. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cette fonction, elle peut utiliser plusieurs paramètres. Elle peut utiliser par exemple le pas. Le pas, qu'est-ce que ça va faire? Ça va tout simplement dire que, au lieu de faire plus 1 à chaque étape, là on va faire plus 2. Et donc je suis passé de 0, 2, 4, 6, 8. Le pas peut être négatif pour faire des comptes à rebours par exemple. Donc là on a la possibilité de définir énormément d'intervalles en Python. Notamment on avait vu tout à l'heure que dans les prédicats, on pouvait avoir des quantificateurs qui permettaient aussi soit d'être des réels, soit d'être des entiers, ou qui parcouraient finalement des intervalles. On a enfin une troisième façon d'appeler la fonction range, c'est de dire par exemple de l'utiliser avec un seul paramètre. Et cette fois-ci, en fait, on estime que le paramètre de base est bien 0 et on donne tous les chiffres en dessous de 10. Et cette écriture est vraiment intéressante puisqu'elle va permettre justement, c'est celle que l'on utilise la plupart du temps quand on fait par exemple une liste de valeurs. Je vais déclarer une liste qui contient 1, 2, 3, 4 par exemple. Et donc je vais pouvoir parcourir les éléments de cette liste, par exemple, en faisant une range, et je vais prendre cette fois-ci la longueur de la liste. Alors qu'est-ce que va faire cette écriture-là? Tout simplement, elle va prendre la longueur de la liste, j'ai 4 éléments dans ma liste, donc elle va remplacer length de L par 4, et donc elle va me donner les nombres de 0 à 4. Donc 0, 1, 2, 3. Et pourquoi c'est intéressant pour parcourir une liste? Eh bien tout simplement parce qu'à partir du moment où vous avez l'indice, il vous suffit de prendre la liste à l'élément i, et vous avez les éléments que j'ai mis dans ma liste, 1, 2, 3, 4. Donc i est l'indice de parcours de liste,
et 1, 2, 3, 4 sont les éléments de ma liste. Une dernière chose que je voulais faire, avec les calculs de prédicats, on a vu cette notion de quantificateur universel, de quantificateur existentiel. Et bien ces fonctions existent également en Python. Si maintenant je prenais une liste de booléens, imaginons que j'ai... Alors soit j'ai fait les tests de mes fonctions, soit j'ai fait d'autres traitements, et on s'aperçoit que j'ai des valeurs de retour sur ce que j'ai testé. Voilà, donc j'ai true, false, false, true, false, true, true, false. Donc j'ai une liste qui contient des booléens. Ça peut être des résultats, par exemple j'ai tout testé, j'ai testé ma première fonction, elle m'a répondu true, j'ai testé ma deuxième fonction, elle a répondu false, et ainsi de suite. J'ai tout classé dans une liste, j'ai effectué tous mes tests, et je veux savoir à la fin, est-ce que tous mes tests ont fonctionné, ou est-ce qu'il y en a un qui a eu un problème. Ok. Eh bien en fait il existe une fonction en Python qui permet de simuler finalement le quantificateur universel qui est la fonction all. Si je fais un all sur L, qu'est-ce que ça va me répondre? Ça va me répondre false. Qu'est-ce que fait all? All va vérifier que tous les éléments dans ma liste sont bien un true. Alors tous les éléments sont bien un true. Là c'est pas le cas. J'ai true, false, true, true, false. Et donc en fait, il me renvoie false aussi. Tous les éléments ne sont pas true, tous les tests n'ont pas été réalisés. Et donc, on a un peu cette notion finalement du quantificateur universel qui va vérifier que pour tous les éléments, j'ai bien cette propriété. Et si on veut le quantificateur existentiel, et bien là il existe la fonction any, qui pareil va prendre une liste en argument, en paramètre, et qui cette fois-ci va me donner true, parce que any va vérifier est-ce qu'il existe au moins un élément qui soit vrai. Donc s'il existe au moins un élément qui est à vrai, et bien là en fait on se rend compte que j'ai bien un élément qui est à vrai, j'ai déjà le premier d'ailleurs, et donc il pourrait s'arrêter là, j'ai un élément qui est à vrai. Et donc vous voyez que les fonctions all et any en fait réagissent exactement de la même façon que les quantificateurs universels et les quantificateurs existentiels. Et donc on peut avoir des choses qui peuvent se retrouver à ce niveau-là. Et chacune des notions mathématiques finalement que l'on a vues en logique ou en calcul des prédicats a finalement son pendant dans des langages de programmation comme Python par exemple. Donc voilà encore un petit exemple, on a continué finalement l'exploration de la logique, avec toujours un petit peu la même idée en tête, c'est d'essayer de trouver finalement des propositions. Et les propositions, qu'est-ce que c'est? C'est finalement des énoncés qui peuvent avoir une valeur de vérité, elles peuvent être soit vraies, soit fausses, et ces valeurs de vérité vont pouvoir être utilisées par l'ordinateur pour évaluer différentes situations, pour savoir s'il faut continuer ou arrêter une boucle, pour savoir s'il faut rentrer dans une condition, si alors sinon. Les calculs de prédicats, c'est quelque chose d'intéressant, puisqu'on est parti d'un prédicat que l'on ne pouvait pas forcément évaluer, on est parti du cas par exemple où x est égal inférieur à 9, et ça on a vu qu'en fait, il y avait des valeurs de x pour lesquelles c'était vrai, des valeurs pour lesquelles c'était faux. Et du coup, l'ordinateur s'est trouvé dans une ambiguïté. On ne sait pas finalement résoudre, est-ce que x est inférieur à 9 dans l'absolu? Non. C'est ni vrai ni faux. Il y a des valeurs de x pour lesquelles c'est vrai, des valeurs de x pour lesquelles c'est faux. Et donc en fait, on a vu qu'on pouvait ajouter des quantificateurs, donc c'est-à-dire de donner finalement une information supplémentaire sur x. Est-ce qu'on parle de tous les x réels? Est-ce qu'on parle de tous les x entiers? Est-ce qu'on parle de tous les x qui appartiennent à un intervalle? Ou alors est-ce que c'est au moins un x? Est-ce qu'il y a un x qui vérifie cette propriété? Et du coup, en donnant des informations sur la valeur de notre variable, finalement, on a trouvé que on pouvait transformer un prédicat en proposition. Et à partir du moment où on avait une proposition, et bien cette proposition pouvait déjà de nouveau être évaluée. Je vous ai montré aussi qu'en Python, il existait quelques fonctions qui finalement se rapportaient également au calcul des prédicats, puisqu'on avait la fonction all et any, qui pouvaient simuler les quantificateurs universels et les quantificateurs existentiels en Python. Donc on va continuer encore un petit peu sur la logique, et on va s'attaquer dans la prochaine vidéo à l'algèbre de Boole, qui va devenir un petit peu plus concret, et on va essayer de voir comment on peut finalement écrire une expression, une proposition sous forme un petit peu plus mathématique, dans le but d'essayer de voir quelles sont les propositions qui sont équivalentes, et aussi de voir comment est-ce qu'on peut simplifier peut-être une proposition. À bientôt!